l'art de la joie. Le mal réside dans les mots que la tradition a voulu absolus, dans les significations dénaturées que les mots continuent à revêtir. Le mot amour mentait, exactement comme le mot mort. Beaucoup de mots mentaient. Ils mentaient presque tous. Voilà ce que je devais faire. Étudier les mots exactement comme on étudie les plantes, les animaux. Et puis les nettoyer de la moisissure. Les délivrer des incrustations de siècles de tradition. En inventer de nouveaux. Et surtout écarter pour ne plus m'en servir ce que l'usage quotidien emploie avec le plus de fréquence, les plus pourris, comme sublime, devoir, tradition, abnégation, humilité, âme, pudeur, cœur, héroïsme, sentiment, piété, sacrifice, résignation. C'est Sapienza, l'art de la joie. Franchement, je vous le conseille. J'ai rencontré une sœur. Alors du coup, autant se prévenir, hein, on est d'accord, c'est pas un spectacle, c'est pas une conférence, parce que les conférences, c'est des gens intelligents qui font ça, c'est hyper impressionnant. Juste une petite causerie. Parmi nous, hein. Hein? Attention là, Eric, quand même. Quoi? Il y a 7 conférences, donc tu ne vas pas vexer les invités. Hein. Je suis en train de dire qu'ils sont intelligents, pas moi. Non, je voulais juste partager des questions qui m'ont... qui m'habitent, qui des fois m'ont fait couture et rasoir à l'intérieur, dans cet étrange métier de raconter des histoires, ce qui n'est pas simple, quoi. Enfin, ce qui en fait n'est pas si simple. Alors, forcément, j'ai mon anti-sèche, hein, parce qu'on n'est pas à l'école. Donc voilà, c'est juste une causerie. Et pour présenter cette causerie, j'ai besoin de présenter un bout du chemin. Et le chemin, il commence avec un ado de 17 ans, comme j'espère sont tous les ados, plein de rêves, plein d'utopies. On est arrivé sur une planète qui est tellement belle, quoi. Et là, il ouvre les yeux. Il ouvre les yeux et il voit ces villes grises, ces espèces de clapiers dans lesquels les gens sont entassés. Il voit les gens qui ont faim, certains qui ont froid, pendant que d'autres ont le ventre plein. Il voit des gens, même ceux au ventre plein, qui rentrent ce soir après une longue journée au travail, avec l'air décomposé, comme si leur rêve avait été piétiné. Enfin, l'impression que ça insultait la vie, tout ça. C'était un tel gâchis. Un tel gâchis, ça valait même pas le coup de vieillir là-dedans, quoi. Alors, quand j'ai commencé à voler de mes propres ailes, j'ai cherché une raison pour vieillir. Une raison pour couper cette crête que j'avais sur la tête et qui me faisait dire vivre libre et mourir jeune, comme dans les chansons des Berus. Donc j'ai cherché. Et je dois dire qu'en France, j'ai trouvé des gens. Quelques-uns, pas beaucoup, hein, mais j'en ai trouvé quelques-uns. Des gens qui avaient vieilli. Je me disais, waouh, c'est possible. Mais c'était que des individus. Et c'est quand, par une succession de hasards, vous savez ce que ça veut dire le mot hasard? C'est un mot arabe. En fait, je trouve ça génial, c'est dans le mot hasard, il n'y a aucun hasard. Le mot hasard, en arabe, ça veut dire le chemin de la destinée. Donc, par une succession de hasards, je me suis retrouvé dans le Sahara, dans le désert, dans un endroit très spécial, un petit coin du Sahara, loin de la ville, au bout des pistes. Et là, j'ai découvert un peuple entier où personne ne pouvait avoir faim, ou alors tout le monde avait faim. Un peuple entier où il n'y avait aucune serrure aux portes, où tu laisses ta voiture, mais même avec des billets étalés sur les sièges, les clés dessus, tu pars, tu reviens 6 mois après, personne n'y aura touché, parce que la confiance. Un peuple entier où on achète une maison sur une simple parole, économiser les frais de notaire. Ouais, quand même. Et j'ai trouvé une culture là-bas. Une culture où tout le monde mange, où on se fait confiance. Une culture où on peut vivre. Et c'est là que j'ai compris. En tout cas, que j'ai cru comprendre que le problème dans nos pays, le problème en Occident, le problème en France, c'est que la culture était malade. Alors du coup, je suis rentré en France en me disant, faut travailler sur la culture, faut la soigner, cette culture. Alors je suis allé dans un lieu où on travaille sur la culture, sur le spectacle, avec plein de gens cultivés, quoi. Et là, ça n'a pas été facile au début. Non, franchement, ça n'a pas été simple. Non, parce que je voulais bosser sur la culture. Les mecs, là, ils disaient qu'ils voulaient bosser sur la culture et je comprenais rien.
à ce qu'il disait. Et je crois que d'ailleurs, il ne comprenait rien à ce que je disais non plus, qu'on n'était vraiment pas sur la même planète. Énorme incompréhension, sentiment de solitude inexpugnable. Alors du coup, j'ai ouvert un dictionnaire. J'ai essayé de comprendre. Alors j'ai ouvert un de ces espèces de cimetières de la langue morte que sont les dictionnaires. Et là, j'ai compris. Il y a 2 définitions au mot culture. Première définition, l'ensemble des manières de vivre, c'est-à-dire de travailler, d'aimer, de naître, de mourir, d'un groupe, d'un peuple donné. C'est ça dessus que je voulais bosser, moi. Comment on fait pour avoir un monde où il n'est pas tous gâchis, quoi. Mais il y a d'autres définitions aussi. Alors, l'autre définition, c'est l'ensemble des richesses intellectuelles d'un groupe donné. C'est pour ça qu'on ne se comprenait pas, on ne bossait pas sur la même définition. Alors, c'est vrai qu'eux, ils travaillaient donc sur cette culture, qui est l'ensemble des richesses intellectuelles d'un groupe donné. Alors, en été, ils sont tous à Avignon, à Wall Street. Ouais, vous savez comment c'est structurellement, économiquement organisé, le Festival d'Avignon. En fait, il y a beaucoup de compagnies qui y meurent à Avignon, parce qu'ils y investissent beaucoup d'argent, parce qu'ils y mettent beaucoup d'efforts, et en fait, ils ne font que perdre. Les seules compagnies qui, au terme d'une année, ont réussi à faire un retour sur investissement, ne sont pas ceux qui ont des spectacles de qualité. À Avignon, c'est ceux qui ont beaucoup, beaucoup d'argent à y investir. Voilà, c'est Wall Street. Enfin, donc, eux, ils travaillaient sur la culture, et moi, je voulais bosser sur la culture, quoi. Tiens, petite question, on va commencer à jouer. Est-ce que vous savez, en parlant de culture, donc c'est l'ensemble des richesses intellectuelles d'un groupe donné, quel était le pays le plus cultivé de toute Europe dans les années 30 ? Le pays qui avait le plus de philosophes, de peintres, tout ça. Vraiment, il y avait le plus de culture. L'Allemagne. C'est le pays le plus cultivé qui va démocratiquement élire Adolf Hitler, quand même. Enfin bon, passons. Non, bah, donc je me suis mis à bosser sur la culture, quoi, à raconter des histoires. Et j'ai pris des claques. Mais alors sérieuses. Alors une première grande claque, c'est la fois où je racontais, c'est un vieux conte amérindien sur la naissance des chauves-souris. Alors, très rapide de principe, juste, hein, donc on a une oiselle qui rencontre un souris, ça fait des bébés et des chauves-souris. Je le trouve super mignon ce conte. Donc un conte qui finit quand même par ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Et je raconte cette histoire, et à la fin de l'histoire, j'ai une amie à moi, une copine qui vient me voir, et qui m'a passé un savon. Et je voyais dans ses yeux, dans sa voix, qu'il se passait quelque chose d'important pour elle. Elle m'a dit comme ça, « Eric, c'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien ce que tu fais parce que moi j'y ai cru. » Eh merde. Non, parce que je la connaissais. Ah ouais, des histoires de prince charmant, je savais par quoi elle était passée. Elle en était au 3e enfant de 3 pères différents, avec celui du milieu qui lui a allègrement tapé sur la figure. Donc ouais, l'histoire du prince charmant, elle s'y était abîmée. Et c'est là que je me suis dit, nom de Dieu. En fait, quand on parle, il nous écoute. Ouais, bah c'est pas malin. Hein. Mais en plus, ils se construisent avec. Waouh, va falloir faire attention. Ah, ça a été ma première claque. Et puis je continue à raconter des histoires à droite, à gauche. Jusqu'à ce moment, j'étais super fier. On m'a proposé un théâtre entier pour moi tout seul pendant 1 semaine. Yeah. La fierté du gamin, quoi. Bon, on va pas ça raconter, c'était une petite salle jeune public de 30 ou 50 places, hein, un petit truc. Mais j'étais quand même super fier. Alors j'avais monté un petit spectacle, c'était Contes et jonglerie, à l'époque je jonglais encore, avec l'histoire d'un troubadour qui est au château, et forcément le seigneur, il n'arrête pas de les embêter, de les opprimer. Puis à la fin de mon spectacle, ce troubadour, il prend la fille du seigneur, qui était super jolie, sous le bras, il sauve, et il finit libre. Donc je m'apprêtais à raconter cette histoire, à jouer ce spectacle dans ce petit théâtre, j'étais super fier. Et 1 semaine avant, je tombe sur un bouquin, Le théâtre de l'opprimé d'Auguste Boal. Et là, papa, 2e classe, grande claque dans la figure. Parce qu'il explique quoi, Auguste Boal ? Auguste Boal, c'est quelqu'un qui a grandi dans les dictatures sud-américaines, qui a dû s'exiler pour sauver sa peau, qui est arrivé en France. Et du coup, il a beaucoup réfléchi à l'impact du théâtre en politique. Et il s'est rendu compte que si sur scène, je joue une situation d'oppression, c'est des mots qu'on utilisait encore à l'époque, qui se résout par la libération des opprimés,
en fait, l'effet très concret de mon spectacle, c'est que j'assouvis le besoin de libération du public par procuration. C'est-à-dire que Robin des Bois avec Kevin Costner, au début, les gentils sont opprimés, à la fin, ils ont gagné, ils sont contents. C'est ce qui permet à l'ouvrier de retourner dans ses chaînes le lundi matin, quoi. Le théâtre comme vaseline de l'oppression. Alors, Auguste Bois, lui, du coup, il a créé 2 trucs. C'est le Théâtre Forum, c'est hyper connu aujourd'hui, ça a été vachement récupéré aussi. Puis Théâtre d'Action, c'est-à-dire par exemple à Toulouse, il y a une quinzaine d'années je crois, tu as un supermarché, une camionnette avec le logo nucléaire qui se gare au frein à main devant le supermarché, tu as 5 mecs en combinaison nucléaire avec des compteurs Gégère qui débouillent dans le supermarché comme des barjots, ils arrivent à une caisse, là il y a un gars avec son caddie et ses courses, les compteurs Gégère explosent, bip, 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 bip. Les mecs, ils mettent le gars, le caddie dans une grande bulle en plastique, ils embarquent ça dans la camionnette et ils se barrent. Personne n'est au courant que ce sont tous des comédiens. Voilà, Théâtre d'Action, Auguste Bois. Sauf que moi, j'étais pas là-dedans, j'avais ce spectacle à jouer 4 jours plus tard, et je me rends compte que, merde, mon histoire de troubadour opprimé par le Seigneur, qui à la fin part avec la fille du Seigneur et est libre, en fait, la seule chose que je crée, c'est que ce besoin de liberté des gens, je vais leur assouvir par procuration. Du coup, ils n'ont jamais besoin de l'assouvir réellement, de s'offrir dans leur vie. Je ne pouvais plus aller jouer. Bon, alors franchement, non seulement je m'étais engagé, en plus, il fallait bien nourrir les gosses. Donc j'ai trouvé une ruse, hein, j'ai coupé la fin, j'ai mis des points de suspension, je me suis dépatouillé comme je pouvais. J'y étais quand même. Et là, je me suis dit qu'il fallait vraiment faire super attention à ce qu'on raconte. Je m'étais apprêté à transmettre, sans faire exprès, exactement le contraire de ce que je veux. Tiens, petit exemple. Il y a quelques années, sur un festival de contes, au moment où ils remettaient vachement en cause l'intermittence du spectacle, j'ai entendu une conteuse raconter une histoire pour défendre les intermittents. Alors l'histoire, elle est super sympa. C'est l'histoire d'un paysan qui est dans son champ. Il est en train de labourer. Alors il y a le bœuf qui tire la charrue, le bœuf qui sue, le paysan qui engrange le grain, et le paysan il a son chien. Sauf que dans l'arbre là-haut, il y a un petit oiseau qui chante, un petit oiseau qui chantonne, et l'oiseau, ça agace le chien. Et l'oiseau chante, le chien, il aboie, il aboie, il aboie. Et les aboiements du chien, ça fatigue le paysan. Et le bœuf tire la charrue, et l'oiseau chante, et le chien aboie, et le paysan, il en a marre, il prend son fusil, pa, 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 il tue l'oiseau. Comme ça, c'est fait. À cet instant précis, le bœuf s'est arrêté de tirer la charrue. Moralité, messieurs les décideurs, ne tirez pas sur nous autres, les petits oiseaux d'intermittents du spectacle. Elle est super juste, cette histoire. Si je la réécoute avec Auguste Bois dans la poche, elle est super juste. Il y a le bœuf, l'ouvrier, qui sue, qui s'échine. Il y a le paysan qui engrange le grain. Hein? Il y a le petit oiseau qui chante et le chien policier qui aboie sur le petit oiseau. À partir du moment où le petit oiseau cesse de chanter, le bœuf n'a plus sa petite distraction, il arrête de tirer la charrue. À ce moment-là, le bœuf peut peut-être commencer à songer à se libérer. Donc, franchement, si je veux vivre dans un monde meilleur, ce que je fais, c'est que je prends un fusil, je tire sur l'oiseau, quoi. Bah ouais, sinon on n'en est pas sorti, quoi. Enfin, comme quoi, voilà, je me suis vraiment dit, il fallait faire attention. Et du coup, il y a une phrase qui se dit depuis très très longtemps. Alors moi, c'est un peu provoque. Cette phrase, c'est « Au commencement était le Verbe ». Bah, en fin de compte, peut-être que ouais. Peut-être que ouais. Il y a quelque chose, c'est Jean-Pierre Vernant qui me l'a fait découvrir, qui s'appelle la structure mythologique des sociétés. Vous voyez à peu près ce que c'est, la structure mythologique des sociétés? C'est que toute société humaine repose sur des histoires. Ce sont des histoires qui créent toute société humaine. Exemple, chez les Grecs, il y a 3000 ans. Il y a 3000 ans, à l'époque d'Homère et d'Hésiode, Zeus est réellement au sommet de l'Olympe. Ce n'est pas une blague, c'est pour de vrai. Or, l'un des attributs de Zeus, l'un de ses noms, c'est le Xénios, le suppliant. Celui qui vient frapper à ta porte pour te demander un petit coin où dormir, un petit bout de pain, qui te demande l'hospitalité. Conclusion,
Pour les Grecs, il y a 3000 ans, l'hospitalité était la loi première, la loi la plus sacrée. Là où ne règne pas d'hospitalité, on le voit bien dans l'Odyssée d'Ulysse, on est hors du monde des êtres humains. On est chez les monstres, les cyclopes, les cannibales. Là où il n'y a pas d'hospitalité, il n'y a pas d'humanité. Pour les Grecs, même pas ça se réfléchissait. En même temps, je comprends quoi. Quand tu sais que le mec qui frappe à ta porte, ça peut être Zeus, et que s'il se met en rogne, il va t'envoyer un éclair dans la figure, 30 000 mégavolt. J'ai été regarder 30 000 mégavolt. Ben forcément, tu ouvres la porte, tu trouves un coin où dormir, un petit bout de pain. Quoi. Ça ne se réfléchit pas. Quoi. Les Grecs ne pouvaient pas penser le nom de Zeus. Autre exemple, toujours chez les Grecs, on voit dans Persée la Gorgone Méduse. Vous voyez qui c'est la Gorgone Méduse hein. Ses cheveux sont mi-serpents entrelacés. Un seul regard te change en statue de pierre. La Gorgone, c'est la mort en face. Alors, il s'avère qu'il y avait un gars, on va aller vite, hein, le jeune Persée qui était à un festin chez le roi. Et puis les Grecs, ils étaient mangeurs de pain, buveurs de vin. C'est super important pour eux parce que c'est la terre cultivée. Mais bon, quand ils font un festin, forcément, ils sont mangeurs de pain, buveurs de vin. On mange du pain comme nous aujourd'hui, puis on boit du vin, quoi. Et là, il avait bien taquiné les jeunes Persées. Et à la fin du repas, ils ont procédé à une petite tradition qui se faisait, c'est un concours de cadeaux. Chacun des invités va faire un don au roi. Alors, ils font des dons les uns les autres, mais quand arrive le tour du jeune Persée, lui, il n'a pas d'argent, il n'a rien, Donc quand le roi lui dit « Alors, et toi, Persée, que vas-tu offrir à ton roi ?» Persée, il n'a rien à offrir, par contre, il a bien taquiné. Du coup, il fait « Moi, ce que tu veux, si tu veux, je peux même te ramener la tête de la Gorgone Méduse !» Un seul regard, elle te change en statue de pierre. Tout le monde sait que la Gorgone est parfaitement invulnérable. On ne peut pas se battre contre quelqu'un qu'on ne peut pas regarder. Mais Persée, il était bourré, il a parlé. Et il y a quelque chose d'intéressant qu'on voit sur un vase de l'époque. Les vases grecs, c'est les premières bandes dessinées, en fait. Ça raconte plein d'histoires. On voit Danaé, sa mère, à Persée, le doigt tendu, ainsi. Et le jeune homme qui part sur les routes, les boules. Et le sous-texte, il est évident. C'est « Mon fils, si t'arrivait quoi que ce soit, je m'en remettrai jamais. Tu es ce que j'ai de plus précieux au monde. Mais mon fils, tu as parlé. Maintenant, sois un homme et que tes mots deviennent des actes. » Eh ouais, chez les Grecs, il y a 3000 ans, la parole, c'est la parole. On ne peut pas revenir sur la parole. Et du coup, on travaille les uns les autres sur une simple parole, pas besoin de signer des contrats. Vous avez réfléchi déjà à ce que c'est ces fabuleux contrats qu'on signe en Occident? Alors je vais aller vite, mais il y a 2 philosophes qui ont bossé sur le sujet, sur le fait que c'est quand même des contrats de défiance. On signe un contrat parce qu'on part du principe qu'on ne peut pas avoir confiance en la personne en face, et que pour que règne la confiance, il faut qu'il y ait la peur du tribunal, la peur de la police. Chez les Grecs, non, pas besoin de tout ça. Tu achètes une maison sur une simple parole et tu travailles sur une simple parole. Et c'est des histoires, c'est ces mythes qui ne peuvent pas penser, qui ne remettent pas en cause. Pour eux, c'est la vérité vraie, qui donc créent toutes leurs façons de vivre. Et pas que chez les Grecs. Si on regarde le Moyen-Âge en Occident, à partir du XIIIe siècle, on sait qu'au terme de notre passage sur Terre, on ira soit en enfer, soit au paradis. D'ailleurs, un nourrisson qui meurt sans être baptisé s'en va dans les limbes, l'enfer, le purgatoire des nourrissons. C'est enfer ou paradis. Du coup, forcément, mon pote ce paysan, la dîme, la gabelle, le droit de cuissage, tu vas accepter ça gentiment, c'est ta place au paradis qui est en jeu. On ne peut pas penser le non-paradis. Et de la même manière, le noble, quand il a brûlé 3 villages, violé 5 jouvencelles, il rentre au château, le cilice, les flagellations, parce qu'il faut qu'il paye ici-bas pour sauvegarder sa place au paradis. C'est encore une histoire qui crée tout le vivre ensemble, toute sa façon de vivre. Une histoire complètement irrationnelle, et pourtant, c'est ça qui crée la vie des gens, quoi. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est bien gentil, je tourne mon anti-sèche, c'est bien gentil, mais depuis, il y a eu des lumières, et on est devenu raisonnable. Ouais, c'est vrai, il y a eu des lumières, donc les iconographes nous dessinent ça sous forme d'une pyramide, où au Moyen-Âge, il y avait l'œil au-dessus de la pyramide, et au moment des lumières, l'œil tombe dans la pyramide, on peut commencer à penser Dieu. Sauf qu'il me manque un truc dans cette image, c'est en fait, il y a encore un œil là-haut, sauf que maintenant, c'est plus Dieu, c'est la raison. Et on ne peut pas penser la raison.
c'est très difficile. Donc, quand arrivent les Lumières, on s'embête beaucoup moins avec cette histoire de paradis. Par contre, il y a un autre truc, c'est le progrès. Le progrès. Et oui, mon ami le mineur, tu vas passer à partir de tes 10 ans ou 8 ans, 12 heures au fond, pour juste gagner de quoi? Pas mourir de faim, mais c'est grâce à ça qu'on aura des lendemains qui chantent. On les attend toujours, quand même. Puis il y a même le progrès version gauche, c'est donc le même mineur, hein, les mêmes heures passées à la mine, le même salaire, mais t'inquiète pas, un jour il y aura de grands soirs. Donc encore des histoires, comment on se raconte des histoires crée le monde. Et aujourd'hui, à votre avis, sachant que toute société humaine est mythologique, quelles seraient ces histoires qu'on ne peut pas penser, ou certaines on peut commencer, mais c'est toujours pas simple, et qui pourtant, complètement irrationnelles, mais qui créent tout notre vivre ensemble, toute notre société. Vous avez des idées? C'est une vraie question. Non, c'est pour qu'on cause, sinon, je bois un coup, vous verrez ça. Vous n'avez pas des idées d'histoire, là, des mythes contemporains? Alors, je ne parle pas des petits mensonges. Il y a plein de trucs, c'est des petits mensonges, on y viendra après, mais vraiment des mythes, quoi. Quelque chose de vraiment fondateur. L'argent. L'argent, par exemple. D'autres? Hein? L'économie. Bah, la croissance. La croissance. C'est pas génial, cette histoire-là? La croissance. Il ne faut pas remettre en cause ce dogme de la croissance et du développement. Résultat, en termes de irrationnel, pour la croissance, on se retrouve avec l'obsolescence programmée. C'est-à-dire qu'on est dans un état d'intelligence sur Terre aujourd'hui qui fait qu'on fabrique des choses pour qu'elles ne marchent pas. C'est quand même... Vous savez, en 1920, on savait faire des ampoules qui duraient 500 000 heures. Au moins. Hein? Au moins 500 000, parce qu'en fait, 500 000, c'est le calcul que j'ai fait, ça fait déjà 5 ans. Il y a une ampoule dans une caserne anglaise à Livermore, dans une caserne de pompiers, qui brille sans interruption depuis les années 20. Et en plus, c'est un filament en bambou. 500 000 heures. Et bien, c'est dans ces mêmes années 20 que tous les fabricants d'ampoules de la planète se sont réunis et se sont mis d'accord entre eux pour fabriquer des ampoules qui ne durent pas plus de 1000 heures, pour pouvoir faire de l'argent pour la croissance, pour vendre. Résultat, en fait, on dépense 500 fois plus de matières premières, 500 fois plus de déchets, 500 fois plus de temps passé à l'usine pour la même richesse. C'est rationnel, ça. Hein? Ouais. Pareil avec les bas. Vous savez, les bas. À l'époque, dans les années 30, il y avait des pubs où on montrait qu'ils tractaient une voiture avec un bas. Eh ouais. On remplaçait la courroie de la bagnole avec un bas. Mais du coup, ton bas, tu le gardes toute ta vie, tu vois, c'est pas rentable, ça fait pas la croissance. Donc maintenant, ils ont beaucoup réfléchi, ils ont investi du temps, quoi, du cerveau, pour trouver comment faire des bas qui marchent pas, quoi. C'est à peine tu as mis ta main sur le genou de la bec, ça y est, il est filé, il est foutu. Ça te fout le bordel, ça fait la tête toute la soirée après, enfin c'est l'horreur. Voilà, la croissance, ça peut être un des mythes. Il y en a d'autres, hein. Vous n'avez pas des idées? D'autres? Non? La religion. Alors, la religion, aujourd'hui, on peut la penser. On peut être athée. Hein? Athée au grâce à Dieu. Athée au grâce à Dieu, je ne comprends pas. Je t'expliquerai. Ok, ça marche. Ouais, la religion, on peut la penser, on l'a pas. Mais par exemple, il y a un truc, vous êtes d'accord, on est dans une société de chômage de masse. Ben, le chômage. Hein? Le chômage. C'est pas une jolie mythologie contemporaine. Si on regarde 1960 et aujourd'hui, 1960, c'est les 30 Glorieuses. C'est le plein emploi. D'accord? Et si on regarde aujourd'hui, société de chômage, eh ben en fait, sur l'ensemble de la population adulte en âge de travailler, il y avait plus de non-travaillants à l'époque du plein emploi qu'il n'y en a aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, un salaire, tu nourris toute sa famille, tu achètes ce camping-car, la résidence secondaire. Alors qu'aujourd'hui, avec 2 salaires, on a du mal à boucler la fin du mois.
En fait, il y a moins de chômage, selon les chiffres aujourd'hui, qu'à la période du plein emploi. Mais de penser cette histoire du chômage, ça nous permet une chose, c'est que du coup, on ne pense pas à l'histoire du partage. Eh ben ouais. Les mythologies, quoi. L'individu. Grand mythe contemporain, il y a beaucoup de sociétés qui ne pensaient pas en termes d'individu, avec tout ce que ça décline. Bon, bah ça, c'est ce que j'appellerais les grands mythes. Il y a aussi tous les petits mensonges. Tous les petits mensonges dans lesquels on grandit depuis tout petit. Tous ces petits mensonges mortifères, et pourtant ils nous construisent, quoi, on les avale. Une fois, j'étais en train d'acheter une petite parcelle de terre pour les joujoux qu'on fait, qui sont pour ce qu'on fait, libérer de la terre, quoi, voilà. Parce qu'aujourd'hui, il faut acheter le bout de terre, hein, parce qu'on a un grand mythe encore en Occident, c'est la propriété privée. Ça a pris ça. Mais bon. Et le notaire, il me regarde, il me fait, mais compteur, vous arrivez à gagner votre vie en étant compteur? Je regarde, je fais, mais monsieur, j'ai pas besoin de la gagner, ma vie. Ma mère, elle me l'a donnée gratos. Gagner sa vie. Vous imaginez l'impact? Chaque enfant à qui on dit qu'il faudra bien qu'il pense à gagner sa vie, mais le sous-entendu, ça veut dire que si je ne deviens pas salarié, si je ne me mets pas à bosser pour un patron, je meurs, quoi. Combien d'enseignants, combien de parents disent à leur môme, il faudra que tu penses à vivre ta vie. Il n'y en a pas tant que ça, hein. Par contre, gagner sa vie. Tous ces petits mensonges. Est-ce que vous avez des idées, vous, d'autres petits mensonges comme ça? C'est le matin et vous dormez, mais je dors aussi. Hein. Non? Il y a travailler dur. Travailler dur. Pour réussir. Ouais. Réussir, c'est génial. Ça veut dire quoi donc réussir? Quand on nous dit qu'il faut travailler dur pour réussir, est-ce que c'est devenir un être humain? Parce que c'est quand même le résultat d'un long travail, ça, l'humanité. Est-ce que c'est devenir un homme bon, une femme bonne? Est-ce que c'est devenir quelqu'un de droit? Non. Non, réussir, Une Rolex. c'est avoir la Rolex, le yacht, la BMW, quoi. C'est qu'une histoire d'argent. Donc la réussite, tous ces petits mensonges. Alors après, on en a plein dans nos proverbes. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Ouais. Alors, on sait que quand ça commence par soi-même, ça s'arrête à soi-même aussi, mais bon. Tout ça, on grandit dedans. Ça nous nourrit. On se fabrique avec. On fabrique ce monde, du coup, avec ces outils-là. Et ça rejaillit dans plein de choses. Comment, en fait, on ne vit pas, on ne raconte pas le monde dans lequel on vit. Techniquement, c'est le contraire. On vit dans le monde tel qu'on se raconte. Même notre perception visuelle fonctionne ainsi. Il y a Aldous Huxley, celui qui a écrit Le meilleur des mondes. Il a fait un bouquin magnifique là-dessus, c'est L'art de voir. En fait, Aldous Huxley, c'est un mec qui avait 7% à un œil, 12% à l'autre. Les chiffres, je suis très vague, hein, on est d'accord. Vous irez vérifier, mais c'est un truc comme ça. Et il a rencontré quelqu'un qui ne travaille pas selon l'ophtalmologie, les principes de l'ophtalmologie, qui étudiait le regard, le voir autrement. En 10 ans d'exercice, il s'est retrouvé avec un truc comme 60% et 80%. Efficacité de la méthode. Et le mec qui a monté cette méthode, il explique comment fonctionne la perception visuelle. En fait, on a trop d'informations autour de nous. Beaucoup trop d'informations autour de nous. On ne peut pas gérer. Le cerveau, il ne peut pas gérer. Du coup, il trie. Et un premier résultat de ce tri, c'est ce qu'on appelle des sensas. Ce n'est même pas des sensations, c'est beaucoup plus grossier. Puis il y a un autre filtre, un autre tri. Là, on a des sensations. Puis un autre tri. Et on finit par avoir une perception visuelle. Et en fait, il s'avère qu'on perçoit visuellement ce que l'on nous a appris à voir. On voit ce qu'on nous a raconté. Je vois la table parce qu'on m'a dit la table. Je vois l'arbre parce qu'on m'a dit l'arbre. Mais si je veux être rationnel, je suis obligé de constater que je ne vois pas les fées, les fantômes, les esprits, les corrigans, simplement parce qu'on ne me les a pas dit. On ne m'a pas appris à les voir. Si je veux être rationnel, c'est la seule conclusion que je peux tirer. C'est que je ne le vois pas. Voilà, on voit ce qu'on nous a raconté. L'urbanisme, pareil. La ville au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, enfer, paradis. Ce qui compte, c'est cette place au paradis. Ce qui compte, c'est la vie spirituelle. Du coup, on regarde dans nos villes, on a des bijoux d'architecture du XIIe siècle. Des églises, des cathédrales. Par contre, combien de maisons? Très peu. Eh oui,
pour eux, la vie séculière, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la vie spirituelle. Donc on met des trésors d'artisanat dans la fabrication de la chapelle, de l'église, et puis on vit dans des boubouilles en bois. C'est aussi des façons de se raconter le monde qui expliquent toute la construction des villes américaines. Au départ, on a en Angleterre des mormons, quakers, des gens comme ça, quoi. Des gens très très religieux qui considèrent que d'Angleterre, il y a trop de monde. Il y a trop de bruit, il y a trop de dérangement. Ça dérange leur évolution spirituelle. C'est des gens qui considèrent que ce qui est dehors, c'est pas une stimulation, c'est un dérangement, quoi. Et du coup, à la découverte des Amériques, ils se disent, tiens, on va aller sur cette terre vierge, une terre sans peuple, où il n'y aura rien qui va déranger mon évolution spirituelle. Donc ils arrivent aux États-Unis. Alors, pour ce qui est de l'extérieur humanoïde, on sait comment ça s'est passé, un des pires génocides de l'histoire, quoi, des Amérindiens. Ben ouais, c'est dehors, ça dérange. Et c'est aussi ce principe qui a créé leur ville, ce fait le quadrillage de la ville américaine. En fait, on considère que dehors, ça n'existe pas. Donc, on pose un quadrillage. S'il y a une colline, un lac, ben juste, on pose le quadrillage, on ignore la colline, le lac. Il n'y a pas des petites routes qui serpentent. Ou alors, dans le pire des cas, on rase la colline, comme ça on comble le lac. Ce qui vient de dehors, ça me dérange, je l'ignore, je fais comme si ça n'existe pas. Donc une façon de se raconter le monde qui crée la ville. Et qui d'ailleurs des États-Unis est arrivé en France, hein, parce que c'est cette même façon de se raconter le monde qui fait que quand tu vas voir un pote en ville, et que bah, tu arrives, alors déjà, tu as la barrière avec le digicode, tu vois, après tu as le petit parc, après tu as le deuxième digicode, tu rentres enfin, tu montes les escaliers où tu prends l'ascenseur et tu arrives devant une porte où il y a 4 serrures, quoi. C'est flippant, quoi. C'est ce qui vient de dehors n'est pas une stimulation. Ce qui vient de dehors n'est pas une richesse. C'est un danger, un dérangement. Il y en a beaucoup qui payent ça le prix fort en ce moment, noyés dans la Méditerranée ou sur les côtes entre l'Italie et la France. C'est une façon de se raconter le monde qui crée le monde, techniquement dans l'urbanisme. Alors, en physique quantique, ils l'ont vu aussi. Alors là, on va peut-être pas aller trop loin parce que ça va fatiguer les cerveaux et le mien en premier. Hein. Mais dans leurs expériences avec les canons à électrons, ils se sont bien rendus compte que la présence ou la non-présence de l'observateur change le résultat de l'expérience, influe sur l'expérience. Et du coup, tu as certains physiciens quantiques qui... Alors les détails, il faudrait que j'y retourne et que je passe 10 ans pour essayer de les comprendre, les gars, donc je vais tenir juste sur conclusion. C'est que du coup, la façon dont ils regardent l'expérience, la façon dont ils se racontent leur expérience, influe sur le résultat de l'expérience. Voilà. Les détails, c'est trop pour moi. Et la linguistique, tiens, ça, pour voir à quel point ce sont nos mots, notre façon de raconter le monde qui le crée, la linguistique, c'est vachement intéressant. Vous savez comment ça se passe dans le cerveau? C'est pas j'ai des idées et je trouve des mots pour les traduire. Dans le cerveau humain, c'est techniquement, typiquement le contraire. C'est en fait, j'ai des mots et avec ces mots-là, je peux fabriquer de la pensée. Je peux fabriquer des pensées. C'est dans ce sens-là que ça se passe. Du coup, par voie de conséquence, si on m'enlève des mots, on m'enlève des chemins de pensée. Si on remplace certains mots par d'autres, ben, on me donne certaines routes de pensée au lieu d'autres. Imaginez un gouvernement qui contrôlerait le vocabulaire de son peuple. Vous arrivez à imaginer ça? De fait, on y est un petit peu là. On n'y est pas un petit peu. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pas d'imagination. C'est pas d'imagination. Hein. On est en plein dedans. Et ça, entre autres, on est en plein dedans, ça, entre autres, grâce à 2 univers, il me semble, particulièrement. Le monde du social et le monde de la culture. On y est en plein dedans, entre autres, par l'attribution des subventions par projet. En fait, il y a eu une époque où tu avais 2 centres sociaux ou 2 théâtres, et ils touchaient de l'argent pour travailler. Puis ils bossent ensemble, les gars. Puis un jour, ils ont eu là-haut, à Paris, cette magnifique idée de l'attribution des subventions par projet. Du coup, c'est le centre social qui aura le plus beau projet qui va avoir le plus de sous.
ou le théâtre est le plus beau projet qui aura le plus de sous. Déjà, ça, c'est super intelligent de leur part, parce qu'on installe au cœur de ces gens, qui sont, en général sont quand même des gens de gauche, l'esprit de compétition, le fer de lance du capitalisme. Yes. Ah, ça y est, j'ai lâché gros mots. Excusez-moi. Et en plus, on sait comment ça se passe. On sait que si on veut avoir notre subvention, va falloir dire les choses dans la façon que dans les bureaux, ils veulent l'entendre. Hein. Si forcément je commence en tant qu'animateur d'un centre social à dire « Ouais, on a besoin d'argent parce que y a des gosses des exploités, là, faut qu'ils aillent prendre l'air dans la nature. » Peu de chance que ça marche, quoi. Par contre, si nous développons un projet d'immersion en milieu rural pour la jeunesse défavorisée, là, ça marche mieux, quoi. Donc, on passe d'un exploité à défavorisé, hein, la même personne. Dans un cas, c'est quelqu'un qui est exploité, donc il y a un exploiteur. On va monter des barricades, faire des manifs, quoi, se mettre en grève. Dans l'autre cas, il n'a pas de bod. Hein. On ne va pas lutter contre ce manque de bod, on est d'accord. Et ainsi de suite. Par ce biais-là, en 30 ans, le champ sémantique français a complètement changé. On nous a fermé des portes à notre pensée. Alors j'ai l'impression que c'est en train de plus ou moins revenir, tout doucement, qu'il y a des gens qui ont bien bossé, comme Franck Lepage, grand merci, qui ont mis vraiment tout ça en lumière. Donc petit à petit, peut-être qu'on va réussir à se réapproprier des mots. Le vrai combat, il est dans les mots, quoi. Et un truc, c'est dans notre cas, la plupart des gens dans cette pièce, dans le monde de la culture, c'est qui offre ces subventions? C'est le ministère de la Culture. Qu'est-ce que c'est qu'un ministère de la Culture? Ça, je trouve ça super flippant aussi. Un ministère des Transports, c'est un ministère qui est là pour gérer les transports. D'accord? Ah ouais, techniquement. Donc, un ministère de la Culture, c'est un ministère qui est là pour gérer la culture. 1984. Est-ce que vous savez quels étaient les 3 seuls pays au monde à s'être dotés d'un ministère de la Culture avant la France de 1948? Oui, toi, je sais que tu sais. Juste devinette. Chut, garde, on va voir si ça devine. Devinette, 3 pays au monde ont eu un ministère de la Culture avant la France de 48. La Chine? Non. L'URSS? Pas loin. L'URSS de Staline. Hein? L'Italie de Mussolini et l'Allemagne nazie. Les 3 seuls pays au monde à avoir eu un ministère de la Culture avant la France. Sachant qu'en France, c'est né en Algérie, les résistants avaient l'intention de créer un ministère de l'éducation populaire, de l'éducation politique des jeunes adultes. Bon, ça s'est passé vite à la trappe et Malraux nous a pondu son ministère de la Culture. C'est quand même sympathique. Enfin, tout ça pour dire, avec tous ces petits éléments-là, il m'est apparu de plus en plus évident que les Lakota, les Sioux Lakota avaient raison. Quand ils disent que les scientifiques nous disent qu'on est constitué d'atomes, mais nous, les Sioux, savons qu'avant tout, nous sommes constitués d'histoire. Ça nous fabrique, quoi. Et ça fabrique le monde. Alors, une fois ce constat posé, je reviens à mes 17 ans, à ces utopies, ce rêve d'un monde où on pourrait tous être heureux, pas forcément, mais au moins avoir un toit, à manger, tous ces rêves utopiques. Et du coup, j'ai commencé à me demander, mais c'est où la source du poison? Chercher. J'ai voulu chercher cette source du poison et il s'est passé 2 choses à la fois. C'est qu'en même temps, ça m'a permis de comprendre une logique inhérente à plein d'affections littéraires que j'avais. J'étais amoureux autant de Prévert, de Giono, des cultures Sioux, des cultures Sahraouis, de plein de choses comme ça complètement dévariées qui allaient dans tous les sens. Et en cherchant cette source au poison, ça m'a fait trouver une logique cachée. Alors pourquoi la source? Il y a une image, si on est pile sur la ligne de partage des eaux, on est d'accord, sinon mon image elle ne marche pas du tout. Il y a une source, et il suffit d'un petit caillou, d'une pierre. C'est tout petit une source, c'est un petit caillou. Ça ne se voit pas bien dans la montagne. Mais ce petit caillou, il va faire que ton ruisseau, il va couler d'un côté ou de l'autre.
Un tout petit caillou qui fera que ta source, ben, elle deviendra fleuve qui ira dans la Méditerranée ou elle deviendra fleuve qui ira dans l'océan Atlantique. Un tout petit caillou, ça peut avoir de grandes répercussions. Et je crois avoir trouvé une source, en tout cas il y a quelque chose qui m'a tapé dans la tête, c'est la transcendance. Alors vous savez ce que c'est la transcendance? C'est un nom assez réputé, assez connu. Hein, on entend plein de gens qui reviennent de boîtes de nuit, qui font « Waouh, j'ai dansé toute la nuit, la musique elle m'a complètement transcendé ». Non, là il ne sait pas ce qu'il veut dire. Hein. Il ne sait pas ce qu'il dit. La transcendance, c'est ce qui est apparu avec Platon et Aristote. Platon, le mythe de la caverne, tout le monde connaît. C'est « Nous ne sommes pas vrais, mesdames et messieurs, vous n'êtes pas réels, moi non plus. Nous ne sommes que des reflets contre le mur de la caverne d'une vérité supérieure. » Et là, le grand mot est lâché. D'une vérité supérieure. Aristote range le monde en pyramide, entre supérieurs et inférieurs. L'homme supérieur à l'animal, supérieur au végétal, supérieur au minéral, le riche supérieur au pauvre, l'homme supérieur à la femme, la transcendance d'Aristote. Et là, la source, elle a commencé à couler. Elle a commencé à couler, à produire plein de choses, avec plein de choses intéressantes aussi, mais un Descartes, entre autres, qui dit que la création est notre jouet à nous, hommes supérieurs. Sans ce genre d'idée, il ne pourrait pas y avoir de centrale nucléaire, d'OGM, de Monsanto. Ce serait juste pas possible. On ne pourrait pas le penser. On a un Pascal, le grand Pascal, qui, dans sa lettre à la reine de Suède, dit qu'il est normal et sain que les esprits supérieurs exercent sur les esprits qui leur sont inférieurs le même pouvoir que les rois sur leurs sujets. Ah, Pascal, c'est du lourd. Hein. Et tout ça, ça a inondé toutes nos cultures. Moi, j'ai grandi dans une culture où on croit que le cerveau est supérieur au corps. Alors qu'aujourd'hui, les scientifiques nous disent bien que le deuxième endroit où il y a le plus de neurones, c'est les entrailles. Puis en plus, un neurone tout seul, ça ne marche pas. Hein. Ça a besoin de causer un neurone. Ça a besoin de synapses pour causer les neurones. Il y a plus de synapses dans les entrailles que dans le cerveau. Des neurones, on en a jusque dans notre os. Et pourtant, j'ai grandi avec ce truc de cerveau supérieur au corps, quoi. Puis en plus, le corps, c'est mal quand même. Hein. C'est pour ça que le vieil Indien disait à un homme blanc, « Je ne comprends pas, vous, les blancs. Vous pensez avec votre tête. » Bah oui, parce que vous pensez avec quoi, vous, les Indiens? Avec le cœur. Et ça influe chaque petit micro-instant de nos sociétés. On grandit de sang depuis qu'on est tout petit. La notation à l'école, le seul impact de la notation en milieu scolaire est de hiérarchiser les enfants, de leur apprendre qu'il y aura des gagnants et des perdants, des supérieurs et des inférieurs. C'est le seul impact pédagogique. Et le pire, c'est que ça, on le sait depuis la création de ce système scolaire. Lorsqu'en 1793 a été choisie l'école de Condorcet, qui s'inspirait de l'école des jésuites, l'école quand même des aristocrates, hein, de la contre-révolution, il y a eu d'autres propositions d'écoles où il n'y avait aucune notation, des trucs qui ressemblaient plus à ce que Freinet mettra sur pied plus tard, des écoles de l'entraide. Au moment où c'est ce type d'école, avec la notation individualisée qui a été choisie, il a été dit à Condorcet, vous rendez-vous compte que vous allez créer une société où le pouvoir reposera sur le savoir. Condorcet répond, oui, bien sûr, mais ce n'est pas grave si cette élite se met au service de la société. Et sinon, ça influe tout. Et c'est là que, du coup, on a tellement baigné dedans, tellement grandi dedans, qu'on le transmet sans le vouloir, sans faire gaffe. Même dans notre mouvement, dans notre corps humain. J'avais un pote à l'époque, j'étais enseignant cirque. Une certaine forme d'enseignement, d'une certaine forme de cirque. Et j'ai un ami à moi, un super pote avec des grandes dreadlocks. Ah, je caricature pas, hein, des grandes dreadlocks avec un t-shirt vert jaune rouge avec un gros peace and love. Et le gars, il va pour faire un saut de main, il fait comme ça.
Moi, je les regarde et je fais « Hé, t'es con? Pourquoi tu mets tes mains vers le ciel? Tu vas les poser par terre. » Alors là, j'ai eu la réaction de tous les acrobates dans ces cas-là. Il y a un moment où ça fait c'est pour déclencher l'élan. Pour déclencher l'appel. Que dalle. Que dalle, c'est bidon. Ça marche pas, ça n'existe pas, c'est pas vrai. La seule chose qui va déclencher l'appel, c'est le mouvement des yeux. Car chez l'être humain, tout notre tissu musculaire est relié à notre regard. En hébreu et en arabe, l'œil se dit Ain, la source des larmes, de l'émotion, source du mouvement. Donc, pour déclencher l'appel, c'est juste un mouvement des yeux. Un acrobate sur trampoline, lorsqu'il est au temps haut, il a juste à faire ça, à regarder vers le ciel, et il va tourner dans le ciel. Non, pourquoi il met les mains en l'air? C'est parce que, en fait, la gymnastique en France, c'est encore une transcendance. Il y a une forme de mouvement supérieur dessinée sur un papier, et plus je vais dresser mon corps à s'en approcher, mieux je serai noté, plus je serai haut sur le podium. Alors, il y aurait une autre façon de réfléchir le mouvement, c'est d'apprendre comment on bouge, d'apprendre comment fonctionne le corps humain, de rentrer en relation avec soi-même. Hein? Mais ce n'est pas comme ça qu'on enseigne en France. Non, non. Il y a cette note, et plus tu vas t'approcher, donc il faut vraiment mettre les bras en l'air, l'atterrissage, il faut que ce soit très droit, machin. Et là j'ai une bonne note. Et l'acrobate, à 30 ans, il prend sa retraite, hein, on est d'accord. Chez les acrobates en cirque et gymnique, la moyenne c'est 30 ans. 30, des fois 33, et puis là ils se mettent à l'enseignement, pour qu'il y ait une nouvelle génération qui se détruise. Okay? Alors que s'ils travaillaient avec le regard et autres, à 50 ans, ils continuent à faire des flips et des saltos, sans mentir. J'ai eu un ami à moi, 45 ans, qui me disait il y a 3 semaines au téléphone, il en était hyper heureux, sur une bascule coréenne. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est la bascule coréenne, c'est comme la balançoire tape-cul. Vous savez, les balançoires où on est un de chaque côté. Sauf que là, c'est une grosse balançoire tape-cul, t'as le mec, il est là, ils sont 4 à sauter, ils se retrouvent. Voilà, bascule coréenne. Dans le ciel. Il arrive à 45 ans de la bascule coréenne en 3e étage de portée. C'est-à-dire que tu as un gars debout, sur les épaules, tu as un autre debout, et lui, il arrive en 3e. À 45 ans. J'ai vu des gars de 50 ans, en plein milieu de discussion, chaussures de ville, au milieu de la discussion, partir, faire un flip, atterrissage en feuille et se redresser et finir leur phrase. On n'est pas obligé de se faire mal, quoi. Mais si, parce qu'il faut avoir une bonne note, parce qu'il faut s'approcher de cette transcendance du mouvement. D'ailleurs, vous savez, depuis quand en France, on pratique l'éducation, on fait pratiquer l'éducation physique et la gymnastique aux enfants? Une idée? Ouais, mais quelqu'un a une idée? Il y a une date qui est précise. Hein. 1919. Non, avant. 1900. Après la défaite de 1870, le gouvernement français s'est rendu compte qu'il fallait former les Français à être de bons soldats. D'où ce qui me fait mal, tant de fois, je vois mon ami avec ses dreadlocks, avec son gros peace and love, et en fait, il me met 1 siècle et demi de culture militaire et de compétition dans la vue. C'est ça qu'il me transmet. C'est ça qu'il me transmet. Il peut me transmettre que ça. Il ne connaît que ça. Il a grandi dedans, il a baigné dedans depuis tout petit. Il ne connaît que ça. Connaître, ça veut dire naître avec, connaître. Et on transmet que ce qu'on connaît. Et ouais. Compétition, armée, alors que son cœur voudrait me transmettre autre chose. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui me rend souvent malheureux dans nos transmissions. Il y a Roger Caillois qui a écrit un bouquin dans les années 50 où il regarde tous les jeux du monde et il a réussi à classer les jeux en 4 familles. Les jeux de compétition, donc l'objectif c'est d'être le meilleur, hein, d'écraser l'autre. Les jeux de hasard, les jeux de vertige, comme l'enfant qui tourne sur lui-même pour avoir la tête qui tourne ou qui saute sur le matelas de ses parents, ça peut devenir le trampoline. Et les jeux de masque, donc, où je me masque. Théâtre, danse du masque chez les Indiens, lecture, les jeux où je m'imagine. Et Roger Caillois, il s'est rendu compte d'une chose, c'est que toutes ces sociétés pyramidales, les sociétés d'oppression, où il y en a certains qui mangent et d'autres qui travaillent, mais ce n'est pas les mêmes, hein, reposent sur les jeux de compétition et les jeux de hasard. Et ouais, la compétition pour t'apprendre
à être un gagnant, pour t'apprendre que tu as le mérite. Et puis le hasard, parce que comme disait Coluche, il y en a, ils seront petits, gros, moches, noirs, pauvres. Ah, heureusement que pour eux, il y a de l'auto, je vais peut-être gagner au loto. Vous avez remarqué dans les PMU, c'est jamais ceux qui ont de l'argent qui jouent au loto, au PMU, tout ça. C'est un peu de votre consolation. Alors que toutes ces sociétés, dit Caillois, horizontales, de type horizontal, les sociétés d'égalité, reposent sur les jeux de masques et les jeux de vertige. Ce qui fait, par rapport à mon pote acrobate, que à l'époque, quand j'enseignais cirque à des gamins, je savais que si on lui permet de découvrir son corps, d'inventer sa propre roue à lui, de trouver son propre mouvement, en fait, c'est un travail qui est infiniment politique. On est en train de proposer une autre société, un autre monde possible. Et donc, cette histoire de transcendance, il me semble que c'est le petit caillou à la source, sans lequel n'aurait jamais pu exister des choses telles que le colonialisme, le capitalisme, le racisme, le sexisme, etc., etc. Il y a Jacques Prévert qui nous en parle. Vous voulez, on fait une petite pause poétique? C'est dur le matin, c'était vachement dur pour moi aussi de me réveiller. Hein. On écoute. Bah ouais, mais si on papote un peu. Non, parce que sinon ça dure. Parce que, justement, dans tout ce qui est caché, moi je suis amoureux de Prévert depuis toujours. Et il y a certains poèmes, en fait, c'est pas que des poèmes, c'est un essai philosophique, quoi. Tiens, il y a 2 poèmes de Prévert, entre autres, que j'apprécie, parce qu'ils me permettent, là, tout de suite, de créer la jonction entre 2 sources différentes. Donc. T'en as un, c'est Fleurs et couronnes. Homme, tu as regardé la plus triste, la plus morne de toutes ces fleurs de la terre. Et comme aux autres fleurs, tu lui as donné un nom. Tu l'as appelé pensée. C'était, comme on dit, bien observé, bien pensé. Et c'est ça, les maigres petites fleurs qui ne vivent ni ne se fanent jamais, tu les appelais immortelles. C'était bien fait pour elles. Mais le lilas, tu l'appelais lilas. Lilas, c'était tout à fait ça, lilas, lilas. Aux marguerites, tu as donné un nom de femme, ou bien aux femmes, tu as donné un nom de fleur, c'est pareil. L'essentiel, c'était que cela soit joli, que cela fasse plaisir. Enfin, tu as donné les noms simples à toutes les fleurs simples, mais la plus grande, la plus belle, celle qui pousse tout droite sur le fumier de la misère, celle qui se dresse à côté des vieux ressorts rouillés, à côté des vieux chiens mouillés, à côté des baraques de planches où meurent les sous-alimentés, cette fleur tellement vivante, toute jaune, toute brillante, celle que les savants appellent Éliante, tu l'as appelée Soleil. Soleil. Hélas. Hélas, hélas, et beaucoup de fois hélas. Qui regarde le soleil, hein? Qui regarde le soleil? Personne ne regarde plus le soleil. Les hommes sont devenus ce qu'ils sont devenus, des hommes intelligents. Une fleur cancéreuse, tubéreuse et méticuleuse à leur boutonnière. Ils se promènent en regardant par terre et ils pensent au ciel. Ils pensent. Ils pensent. Ils n'arrêtent pas de penser. Ils ne peuvent plus aimer les véritables fleurs vivantes. Ils aiment les fleurs fanées, les fleurs séchées, les immortelles et les pensées. Et ils se traînent dans la boue des souvenirs, dans la boue des regrets. Et ils traînent leur chaîne au pas cadencé. Ils traînent leur chaîne enlisée dans leurs Champs-Élysées. Et ils chantent à tue-tête sa chanson mortuaire. Oh oui, ils chantent à tue-tête. Mais tout ce qui est mort dans leur tête, pour rien au monde ils ne voudraient l'enlever. Parce que dans leur tête pousse la fleur sacrée, la fleur malade, la fleur aigre, la fleur toujours fanée, la fleur personnelle, la pensée. L'ami Prévert. Et il y a autre chose, donc par rapport à ces histoires de petites sources, il y a cette histoire de transcendance, mais du coup, quand on bouge au petit caillou, on peut faire couler un autre fleuve, le fleuve de l'immanence. Et Prévert, il en parle aussi. Du coup, on va continuer sur la petite pause poétique. Alors celui-là, je pense que vous le connaissez tous. Hein.
Notre Père qui es aux cieux, restez-y. Et nous resterons sur la terre, qui est quelquefois si jolie, avec ses mystères de New York et ses mystères de Paris, qui valent bien celui de la Trinité. Avec son petit canal sur l'Ourcq, sa grande muraille de Chine, sa rivière de Morlaix, ses bêtises de Cambrai, avec son océan Pacifique et ses 2 bassins aux Tuileries, avec ses bons enfants et ses mauvais sujets, avec toutes ces merveilles du monde qui sont là, simplement sur la terre, et offertes à tout le monde, éparpillées, émerveillées elles-mêmes d'être de telles merveilles, et qui n'osent se l'avouer comme une jolie fille nue qui n'ose se montrer, avec les épouvantables malheurs du monde, qui sont légions, avec ses légionnaires, avec ses tortionnaires, avec les maîtres de ce monde, les maîtres avec leurs prêtres, leurs traîtres et leurs reîtres, avec les saisons, avec les années, avec les jolies filles, puis avec les vieux cons, avec la paille de la misère pourrissant dans l'acier des canons, l'immanence. Là, je dois remercier quelqu'un. Je dois remercier quelqu'un parce que... Merci. Trop bien. En même temps, vous avez prévenu de prendre un coup à boire avant. Je dois remercier quelqu'un parce que un jour donc, par hasard, sur le chemin de la destinée, j'ai fini par comprendre que j'étais peut-être pas tellement dispersé que ça dans mes affections littéraires, dans mon amour pour Brassens, l'anarcho-syndicalisme, les cultures sioux, sahraouis, Prévert, Jean Giono, qu'en fait il y avait une logique. Je dois remercier une bourgeoise de mon village. Bon, alors, quand je dis une bourgeoise, c'est de quelqu'un quand même de ces aides des catégories socio-professionnelles supérieures, hein, qui vit dans un château acheté grâce à une longue carrière chez Marseille Dassault. Bon, passons. Et j'allais faire une petite causerie sur Jean Giono, on m'avait demandé ça, sur Giono et l'engagement. Et je la croise dans le village et qui me fait « Oh, Giono est charmant, charmant !» Bon, évidemment, il n'aimait pas la modernité. Et moi, ça bug. Ça bug. Il y a un truc, quand j'entends ça, il y a un truc, ça va pas, quoi. Qui me gratte. Je sais pas encore où. Hein. Giono, c'était un amour d'adolescence. J'ai lu à 17 ans, ça faisait longtemps. J'étais pas passé par les Sioux, les Grecs, Einstein, machin et bidule. Du coup, j'ai replongé dans Giono. Et donc, je la remercie parce que c'est grâce à elle que j'ai compris. J'ai plongé dans Giono et entre autres, je me suis retrouvé face au texte des vraies richesses, la préface des vraies richesses. C'est un bouquin qu'il a écrit pour expliquer pourquoi son livre « Que ma joie demeure ». Et en fait, Giono, il a vu la crise de 1929. Et à ce propos, il dit « Les hommes ont créé une planète nouvelle, la planète de la misère et du malheur des corps. Ils ont déserté la terre. Ils ne veulent plus ni fruits, ni blé, ni liberté, ni joie. Ils ne veulent plus que ce qu'ils inventent et fabriquent eux-mêmes. Ils ont des morceaux de papier qu'ils appellent argent. Pour avoir un plus grand nombre de ces morceaux de papier, ils décident subitement de faire abattre et d'enterrer 160 000 vaches parmi les plus fortes laitières. Ils décident d'arracher la vigne, car si on ne l'arrachait pas, le vin serait trop bon marché. C'est-à-dire ne pourrait plus produire des morceaux de papier en assez grand nombre. À choisir entre les morceaux de papier et le vin, ils choisissent ces morceaux de papier. Ils brûlent le café, ils brûlent le lin, ils brûlent le chanvre, ils brûlent le coton. Ce coton étant trop, car s'il continuait à exister, le prix du coton baisserait. Et nous, les producteurs de coton, nous aurions un peu moins de petits morceaux de papier. Quand les récoltes sont abondantes, on se lamente. Nous avons trop de pêche, trop de pois, trop de vin, trop de blé, trop de pommes de terre, trop de betteraves, trop de choux, trop d'artichauts, d'épinards, de fèves, de lentilles, de haricots. La terre qui continue ses anciennes gloires, épaissit-elle la semence des animaux? Nous avons trop de vaches, trop de bœufs, trop de porcs, trop de moutons, trop de chevaux, trop de chèvres. L'homme tremble. L'immense terreur collective ébranle la société.
Nos morceaux de papier, nos morceaux de papier. Gouvernement, ministre, député, roi, empereur, loi, loi, loi humaine au secours. Nous avons trop de tout. Vite, mettons le feu aux champs. Éreintons le verger à coups de hache. Tuons les vaches, les porcs, les moutons pendant la nuit à coups de couteau dans le ventre, à coups de serpe sur la tête, fauchant à la fois les pattes grêles des animaux. Et si ça va pas assez vite, canon, canon, canon. Que la rareté revienne, que la terre soit un désert, pour que je puisse vendre très cher ce petit mouton solitaire, cette petite pêche à peine 2 bouchées. Vous avez faim? Tant mieux. Là, j'ai compris que ce que Giono n'aime pas, c'est pas la modernité. C'est la modernité capitaliste. Ouais, volontiers le café. Tu peux parler à voix, je me sens tout seul, moi, depuis tout à l'heure. Merci beaucoup. Et c'est pour ça que dans son bouquin « Que ma joie demeure », on voit Bobby, le semeur de joie, qui conseille aux paysans qu'il y a 3 sacs de blé. Un sac de blé, c'est pour faire le pain de l'année. C'est bien, c'est de la richesse. Un sac de blé, c'est pour des semences pour l'an prochain. C'est bien, c'est de la richesse. Mais 3e sac de blé, le paysan, il s'apprête à les vendre, à l'échanger contre des morceaux de papier. Et Bobby lui dit, non, c'est perdu. C'est dommage, c'est gâchis. Alors ensemble, ils vont prendre le sac de blé en plein hiver, ils vont détendre par terre devant la ferme. Et ça fait venir des nuées d'oiseaux. Ça fait venir de la joie. Et ça aussi, c'est de la richesse. Dans Giono, et ça va avec son refus du capitalisme, il n'y a aucune transcendance. Giono est tout immanence. Il n'y a aucune vérité supérieure. On ne découpe pas le monde entre supérieur et inférieur. On est le monde. Et la seule vérité est à l'intérieur de chacun d'entre nous, de chaque arbre, de chaque caillou. Et ça, ben c'est marrant parce que du coup, ça fait se rejoindre plein de gens sur Terre aussi. Par exemple, Einstein et le chef Seattle, un chef Delaware, Sioux. Je vous donne 2 phrases. L'un des deux dit « L'homme, l'arbre, l'animal, nous faisons tous partie de la même famille. » L'autre dit « On nous a appris à nous voir séparés du monde, mais en vérité, le monde et nous ne sommes qu'une seule et même chose. » Ils disent la même chose, hein, quand même. Bon, la première, c'est le chef Seattle, la deuxième, c'est Einstein. Un Sitting Bull. Vous voyez qui c'est, Sitting Bull? Sitting Bull et Crazy Horse. Les deux qui ont réussi à foutre sa pâtée au général Custer. Il n'y a pas eu beaucoup de victoires, de grandes victoires des Amérindiens sur les tuniques bleues. Alors celle-là, moi, elle me tient à cœur. Mais en fait, Sitting Bull, qui était considéré comme un chef renégat, n'avait qu'une intention. Je veux vivre à côté de l'homme blanc, pas en dessous. La seule chose qu'il refuse, c'est ce découpage entre supérieur et inférieur. Et ce qui est rigolo, c'est que même la science aujourd'hui, alors aujourd'hui notre médecine par exemple elle est cartésienne, alors que ça fait à peu près 80 ans que les physiciens, les scientifiques nous ont bien expliqué que ça ne marche pas comme Descartes il a dit en fait. Être cartésien aujourd'hui c'est une religion, quoi. Même la science, si on prend la physique moléculaire, au microscope moléculaire, je suis quoi moi? Je suis un grand nuage d'atomes. H2O, CO2, après c'est pas mon taf, enfin je connais pas tous les noms, mais grosso modo. C'est quoi l'air autour de moi? Un grand nuage d'atomes. La table, un grand nuage d'atomes. Toi, un grand nuage d'atomes. Du coup, en fait, si je regarde au microscope moléculaire, moi, l'air, la table, toi, on est une seule et même chose. C'est pour ça qu'il y a une phrase qui m'agace depuis 2000 ans. Aime ton prochain comme toi-même. C'est une ineptie. Non, ce qu'il faut dire, c'est aime ton prochain, c'est toi-même. On est tous une seule et même chose. Ça, c'est ce que nous dit la science aujourd'hui. Une autre façon de se raconter le monde. La permaculture, c'est ça aussi. C'est quoi la permaculture? Pour dire en 2 mots, c'est tu arrives avec ta brouette dans ton jardin, tu poses la brouette, et en fait, tu t'assois dans la brouette et tu regardes le jardin. Hein? Tu prends le temps de faire connaissance. L'idée de permaculture, c'est d'arrêter d'exploiter la terre pour entrer en relation. Et se souvenir qu'on n'est pas supérieur à la terre elle-même, on est en relation et ensemble, on va cheminer. Je vous promets que ça marche. Je vous promets que ça marche. Il y a un coin de désert qui aujourd'hui, en 20 ans, est devenu une forêt. Donc, dans la permaculture, on trouve aussi dans la pédagogie. Il y a un gars, donc Jean-Pierre Vernant, celui qui étudiait les mythes grecs,
qui explique ce qu'il faisait face à ses élèves, justement, pour que ça fonctionne bien. Alors, on pourrait parler du maître ignorant de Rancière, il y a plein de points communs. Mais Vernon, au moins, il y a un petit principe là que j'adore, c'est quand il dit que lorsque j'étais face à ma classe, je m'arrangeais pour qu'il n'y ait aucun détail vestimentaire ou de vocabulaire qui me confère le moindre statut. Que la seule chose qui nous unisse soit cette philia, cette amitié au sens grec du terme, dans l'aventure d'ensemble à prendre. Et c'est ça qui donnait ses résultats, sachant que Jean-Pierre Vernant, en termes d'études des mythes grecs, il a ensemencé vraiment de façon hallucinante aujourd'hui encore, hein, son impact est énorme. Aucun statut de supérieur, il est avec ses élèves, et ensemble ils avancent. C'est dans le domaine artistique ce que Federico Garcia Lorca exprime dans son livre Jeux et théorie du duende, quand il met en opposition 3 formes d'inspiration. Et ceci avec quelque chose de très logique, hein, quand on se souvient que Garcia Lorca a été fusillé par les franquistes. Et il nous parle, dans l'Allemagne où il y a la muse, une inspiration extérieure qui vient de dehors, qui vient d'au-dessus, et qui vient souffler à l'oreille du poète, parfois de croque, et que ça se transforme en peinture, dans des broderies, dans des petites tuniques, dans quelque chose de très formel. Et puis il dit qu'en Italie, il y a les anges, toujours une inspiration supérieure, qui va donner ses lumières dans la peinture de Michel-Ange. Et à ça, il oppose l'Espagne et le duende, quelque chose d'indéfinissable qui vient du sol, qui nous traverse, qui se charge de nos entrailles, de notre cœur, et qui sort pur, sincère, par-delà les formes. Il utilise un exemple que je trouve magnifique, c'est quand la Niña de Los Penes, une grande chanteuse andalouse des années 30-40, chantait dans un bar à Séville, je crois que c'était. Et elle était là avec sa voix. Sa voix, elle avait passé sa vie à travailler sa voix. Sa voix, elle savait la rouler dans la manzanilla. Elle savait en faire cristal. Elle savait en faire pour Audrey. Elle était là à chanter, sauf que il nous décrit l'assistance, Garcia Lorca, et que des caractères forts. Il y avait un ancien prêtre de Gérion, une putain notoire qui avait refusé la main d'un Rothschild parce qu'il est de sang moins noble que moi. Il y avait l'autre à qui on dit « Mais tu travailles jamais ?» qui répond « Comment tu veux que je travaille? Je suis de Cadix. » Enfin, il prend le temps de décrire vraiment des 5 caractères quoi, dans l'assistance. Et la Niña de Los Penes est là en train de rouler sa voix dans la manzanilla, de faire son travail, de montrer toute sa technique, toute sa supériorité technique de grande chanteuse, jusqu'au moment où dans la pièce, il y a quelqu'un qui fait « Vive Paris !» Comme pour dire « Tu nous as vus. Tu nous fais quoi? Tu nous donnes quoi là? Tu nous as vus? Nous, on veut autre chose. On ne veut pas les formes, on veut la mouette des formes. » Et là, Lorca raconte que la chanteuse, elle s'est assise au bar, elle a bu un petit quelque chose de fort, elle s'est remise à chanter. Il n'y avait plus de cristal, il n'y avait plus de manzanilla, il n'y avait plus de broderie, il y avait sa voix de petite vieille de 70 ans. Mais là, il y avait du duende, la mouette des formes. Lorca aussi est dans cette famille de l'immanence, dans ce petit fleuve qui coule. Donc, pour en revenir, et pour bientôt conclure quand même, parce que pour en revenir à ce métier de raconteur d'histoire, toutes ces questions-là, en fait, techniquement, pour moi, elles sont techniquement importantes. Un exemple, c'est quand je me suis retrouvé à bosser sur le mythe de Merlin. Ça n'a pas été simple. Parce que autant pour les mythes grecs, il y a un Jean-Pierre Vernant qui je donne toute ma confiance, qui a passé sa vie à les étudier, et puis personnellement je me sens une communauté de pensée, autant pour Merlin, Walou. Aucun universitaire de confiance. On a soit des médiévistes qui sont bloqués sur la période post-13e siècle, Amour courtois et compagnie, mais que tout ce qui est structure mythologique des sociétés, ça repasse loin au-dessus. Soit on a des cétisans qui ont tellement la manie de lever leur petit drapeau cétique toutes ces 2 pages, qu'en termes de confiance, moyen. Et pourtant, il y a quelque chose d'important, quoi. Il y a plein de versions. Alors, j'ai pris le temps, j'ai passé du temps à trouver tout ce qui pouvait se trouver en plein de versions. Et juste, on va prendre un exemple, c'est la naissance de Merlin. Vous souvenez-vous de qui Merlin est l'enfant? Le diable. Ouais. Le souvenir, dans 90% des cas en France, c'est Merlin est fils du diable. Alors d'abord, c'est pas vrai, c'est fils d'un démon. Démon incube.
Et ben voilà, là on va pouvoir se retrouver à transmettre deux visions du monde. Merlin, fils d'un démon incube et de jeune jouvencelle. En fait, c'est une jeune fille, chaste et pure, qui passe son temps avec monsieur le curé en prière, mais sans les forces démoniaques. Alors le bon curé lui explique qu'il faut qu'à chaque fois qu'elle s'endorme, qu'elle laisse une petite chandelle allumée. La clarté repoussera les forces d'obscurité. Mais bon, un soir, elle s'endort très en colère contre sa sœur, parce que sa sœur, elle n'avait pas le même caractère, elle passait ses soirées avec moult beaux chevaliers taquins. Enfin bon, elle est en colère, elle oublie la chandelle, et du coup, un démon incube en profite pour venir la visiter. Merlin naîtra de cet esprit diabolique, et c'est ainsi qu'il aura connaissance des choses de l'avenir. Mais Dieu, reconnaissant la chasteté et la pureté de la mère, lui donnera aussi connaissance des choses du passé. Ainsi, Merlin marchera sur ce fil tendu entre le bien et le mal, entre les hier et demain. Ça, c'est post-XIIIe siècle. Ok ? Au XIIIe siècle, en France, arrivent deux choses qui étant de leur hégémonie. La pensée aristotélicienne, la pyramide, on découpe le monde entre supérieur et inférieur, on ne va pas s'en dépêtrer, et le droit romain. Brusquement, la femme perd tous ses droits. La femme, qui, plus tôt dans le Moyen-Âge, pouvait diriger une cité entière, être maître artisan, qui parfois combattait parmi les troupes de mercenaires, du jour au lendemain perd tous ses droits. Il y a beaucoup d'historiens qui datent la naissance, la prénaissance du capitalisme au XIIIe siècle, de par la perte des droits de la femme, qui va juste devenir l'esclave destiné à assurer la création de main-d'œuvre, et l'organisation du travail dans les monastères, avec le découpage du temps. Bon, après, il y a une autre version de Merlin qui est beaucoup plus ancienne. C'est Godefroy de Monmouth qui, au XIe siècle, nous la transmet. Où c'est une jeune princesse bretonne qui, en se promenant dans la forêt, voit un arbre magnifique. Elle décide de s'y endormir. Et dans ses rêves, vient un beau jeune homme. Pas en marchant, mais en flottant délicatement dans les airs, qui lui caresse longuement les cheveux et qui lui, on ne va pas faire de dessin. Quand elle se réveille, elle se rend compte que dans son ventre, une graine a été posée. Et ainsi, Merlin va naître d'un esprit fée. Au XIe siècle, Godefroy de Monmouth collecte les mémoires du mythe celtique. Les peuples celtes, c'était des peuples de la terre vivante. La magie, il n'y a pas de problème. La magie, il n'y a pas de problème. La femme, c'était des sociétés matrilinéaires. L'époque du Haut Moyen-Âge où une femme pouvait combattre l'épée à la main. On est dans vraiment une autre forme de pensée. Et voilà, comme un ego, quand je raconte Merlin, je me retrouve là face à un choix. Tant que faire se peut, s'il est conscient, c'est pas plus mal. Parce que soit innocemment, par cette petite histoire rigolote, je vais transmettre un monde de la terre vivante, un monde de l'égalité entre tous. En plus, ces vieux mythes celtiques, vous vous souvenez des chevaliers de la table ronde? C'est pas pour rien qu'elle est ronde, la table. Hein. C'est pour marquer l'égalité entre chacun. C'est un souvenir de l'organisation politique des Celtes qui, on a très peu de traces, mais apparemment était très proche de l'organisation politique des Sioux. Chez les Sioux, il y a un chef. Mais en fait, ce chef, c'est juste celui qu'on considère comme étant plus malin, donc on écoute ses conseils. Quand le chef dit « on va au nord », si j'ai envie d'aller au sud, je vais au sud, et puis tous ceux qui veulent me suivent. Il n'y a aucun pouvoir de coercition. Donc soit je raconte ce monde-là, et Merlin est fils d'un esprit fée, soit je raconte Merlin étant fils d'un démon incube, et c'est le monde de l'Inquisition, le monde de la chasse aux sorcières, le monde de la femme qui a perdu tous ses droits, le monde du capitalisme que je raconte. Comme quoi, des fois, raconter une histoire, c'est peut-être pas si simple. Il faut peut-être faire attention, parce qu'on dessine le monde avec nos mots. C'est ainsi que, avant un petit clin d'œil, c'est ainsi que je vais conclure tout ça avec juste une phrase, la phrase de Noam Chomsky, que je trouve parfaitement adaptée au monde de la culture en France aujourd'hui. Quand Noam Chomsky nous dit que le capitalisme a réussi ce tour de force à faire en sorte que ce sont ceux-là même qui croient le combattre qui en sont ses plus efficaces soutiens.
je nous souhaite à tous, et à moi le premier, de faire vachement attention, quoi. Est-ce que vous avez une minute de patience? Est-ce que tu as ton CD, Merlin? Ouais. Est-ce que vous avez une minute de patience? Parce que du coup, après, si vous voulez, en buvant un coup, jetez un petit œil à tout ça. Ça, ça vient d'un endroit sur Terre, à l'autre bout de la France, où justement se cherche cette autre culture, cet autre sens, cet autre monde, quoi, tout de suite, maintenant. Et c'est une lettre qui vient de ce lieu-là, de ce petit coin. Compañeros, compañeras. Ah oui, je commence cette missive à la manière des zapatistes. Oh oui, car c'est de lutte dont je veux vous parler. De lutte, de rêve, de vie en fin de compte. Car que peut être une vie qui ne sache ni lutter ni rêver? Ce ne serait plus une vie mais son contraire, une résignation. Cette conscience m'est venue bien jeune, mais il eût fallu du temps pour trouver un chemin qui vaille la peine d'être arpenté. L'agenda de nos destinées a ces mystères qui ne prennent leur sens que bien longtemps après, à froid. Lorsque nous jetons un regard bref par-dessus notre épaule gauche, un regard bref à notre mort qui nous accompagne et éclaire le chemin sous nos pas. Lutter et rêver. Avant que la terre d'ici ne m'invite à lutter et à rêver pour elle, il m'a fallu faire mes preuves, apprendre. Apprendre à lutter, bien sûr, mais jamais pour soi. Ce soi encombrant, exigeant, qui devient si facilement un nouveau Dieu, un veau d'or devant lequel notre dignité se met à genoux. Non, il faut apprendre à lutter pour ce rêve d'enfant destiné à être partagé par tous. Oui, apprendre à lutter avec, pour et par dignité, donc au service de d'autres, l'éternel étranger à ma solitude nécessaire, au service du rêve d'un monde sans tout ce gâchis, cette misère, ces pleurs, ces massacres. Lutter donc contre soi-même, contre mes propres indignités, contre tout ce dans quoi j'ai grandi, qui m'a formé, fabriqué, formaté. Lutter contre soi-même. Comment trouver meilleur ennemi? Enfin, il a fallu apprendre, donc, faire ses preuves, réaliser de toutes petites choses, avant que cette terre, ce lieu, cet espace bien défini, ne m'invite à me mettre à son service, à réaliser de grandes choses ici même, petitement, modestement, d'une manière bien invisible à ceux qui ne savent pas ou ne veulent pas voir, et tant mieux. Aujourd'hui, j'écris cette missive, alors qu'il reste tant de choses à accomplir, mais déjà bien du chemin parcouru. J'écris cette missive, car déjà je vois le chemin qui nous a amenés là, en ce jour où vous êtes là, compañeros, compañeras, en ce jour où ici, dans un espace bien délimité, dans un lieu précis, le capitalisme et son gâchis, ses misères, ses pleurs et ses massacres sont en passe d'être vaincus. Mais il y a encore du chemin à parcourir. Il vous faut vous saisir de vos rêves, de vos révoltes, de vos doutes, et en faire des armes pour combattre, des outils pour construire. Vous êtes ça? Et sans doute réside dans ce simple constat ma plus grande fierté, car je vous vois, frères et sœurs, je vous vois partager, œuvrer, rire. Je vous vois saluer notre terre et monter des barricades. Je vous vois et je sais que le chemin sera long, pour avec nos armes, avec nos outils, avec nos rêves et notre dignité, ne jamais baisser les bras. Il y a tant de poussière à secouer en ce monde que nos vies n'y suffiront sans doute pas. Mais mes amis, mes frères, mes sœurs, il ne faut pas baisser les bras. Il est beau de mourir en se battant pour la vie. Compañeros, compañeras, il faut s'organiser, car c'est comme ça que ça marche. Et je parle avant tout pour moi, parce que c'est pas mon naturel de m'organiser. Je sais me battre, réagir, lutter, hurler, mais m'organiser, c'est pas simple. Je veux bien dire s'organiser, pas nécessairement planifier, surtout pas projeter, juste s'organiser. Car je trépigne, je boue, je rage. Ça fait combien de temps que cette idée a germé? Cette idée de se débarrasser du capitalisme? Certes, le désir est audacieux, le chantier colossal, le travail titanesque.
Mais cela n'est pas une surprise, on le savait. Et nous savons aussi qu'il s'agit d'œuvrer à long terme. Mais je trépigne, je l'avoue. Et je vois bien le désir en nous tous. Je vois l'intelligence de ce désir en nous, c'est-à-dire la réflexion et la tendresse mélangées, le savoir-vivre et le pouvoir manger, enfin réconciliés. Mais je trépigne. Ça ne fait guère que commencer. Et je vois le vent se lever. Je vois la tempête arriver. Combien d'années encore, compagnons, mes frères et sœurs, avant que nous puissions nourrir de notre ouvrage les affamés du vent, les naufragés de la tempête? Combien d'années? S'organiser. Car eux, là-haut, savent bien s'organiser. Ils s'organisent pour nous duper, nous spolier, nous affamer. Oh, pas de complot là-dessous. Non, juste ils partagent le même regard. Un regard de charognard. Et ils sont organisés. Et la mer s'emplit des corps des noyés du vent, des victimes de la tempête. Et les routes s'emplissent d'affamés de vent, de semeurs d'autres tempêtes. Il nous faudra les nourrir, car ils sont là. Et la nourriture se partage entre tous. Les nourrir ou avec eux mourir. Ou encore d'ici là, s'organiser. Oui, il est beau de vivre pour mourir et de mourir pour vivre. Ouais. Merci.